Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Veilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, je souhaite aborder un article sur lequel je suis tombé il y a quelques jours et qui a attiré mon attention. Il provient du site d'un magazine scientifique très connu, mais qu'à titre personnel j'ai peu eu l'occasion de lire, c'est Science et Avenir. Cette revue papier et numérique est, comme les Epsilon dont je parlais au dernier épisode, une revue scientifique au sens général du terme, traitant, parmi d'autres rubriques, de santé, de l'espace, de high-tech, mais aussi de nature évidemment. Et l'article dont il est question ici est récent, puisqu'il date du 8 décembre dernier. Mais il est surtout d'actualité, puisqu'on y parle de distanciation sociale. Mais cette fois, il est question non pas de l'humain, mais des abeilles. Cet article, écrit par Anouk Thomas, fait suite à une publication scientifique d'auteurs d'universités anglaises et italiennes, dans laquelle les auteurs ont étudié l'effet d'un parasite sur le comportement d'une colonie d'abeilles Apis mellifera, l'abeille européenne, utilisée majoritairement dans les ruches d'élevage. Déjà, il faut savoir que si on parle souvent d'Apis mellifera, il existerait en réalité 20 000 espèces d'abeilles, dont au moins 1000 déjà observées en France. Et beaucoup ne vivent pas en colonie. Les abeilles, qui sont bien sûr des animaux, font partie de l'embranchement des arthropodes, de la classe des insectes, de l'ordre des hyménoptères, avec les fourmis, les guêpes, les bourdons, et enfin du sous-ordre des apocrites. Mais revenons à notre article et à l'étude des crites. Déjà, la distanciation sociale chez les animaux a déjà été montrée chez plusieurs espèces, comme les chimpanzés, les fourmis ou même les homards. Les abeilles, lorsqu'elles vivent dans des colonies, peuvent rapidement être décimées par des parasites, puisque la promiscuité favorise forcément leur transmission. La ruche de Apis mellifera est un système très bien organisé. Les abeilles ouvrières qui naissent ont différents rôles dépendant de leur âge. Une ouvrière vit en moyenne 30 à 45 jours l'été, et plusieurs mois l'hiver quand elle reste à la ruche pour maintenir la colonie en vie. Elles ne passeront pas toutes par tous les stades, mais ce sont bien leur âge qui détermine certains rôles. Par exemple, elles naissent nourrices, et peuvent être à tour de rôle architectes, ventileuses, gardiennes de la ruche, et enfin, pour les plus âgées, qui sont encore vivantes, et avec assez d'énergie, butineuses, qui est un travail si fatigant qu'elles ne peuvent l'être que 4 à 5 jours avant de mourir d'épuisement. Et il reste le rôle le plus primordial, celui de la reine. Son rôle est défini dès la naissance, car sa larve, identique à celle des ouvrières, est pondue dans une cellule plus grande. Une fois mature, elle ira fonder sa propre colonie, après fécondation par les faux bourdons, donc les mâles. On comprend ainsi qu'avec ces rôles, ces allers-retours, la ruche est un système très organisé, grouillant d'individus, propice à la transmission de maladies. Les chercheurs ont alors montré que si des individus sont malades, ici dans l'étude sous l'influence d'un parasite, la ruche est alors réorganisée, de manière à limiter les contacts et donc la propagation de la maladie. La ruche est coupée en deux, les butineuses n'ont plus accès au fond de la ruche, là où la reine et les larves se trouvent. Les architectes bouchent l'accès pour séparer le fond de la ruche du reste. Les individus les plus importants pour la survie de la ruche et la pérennité de l'espèce sont protégés. Ainsi, une distanciation sociale s'opère pendant un temps pour protéger la ruche et la colonie. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. La semaine prochaine, nous parlerons de la couleur du pelage des pandas, propice dans leur milieu pour se cacher. Bonne fin de semaine, et à bientôt dans Biome.